Bonjour à tous, fans de basket. On est de retour avec la team Ficelle pour vous parler encore une fois d'Euroleague pour notre hebdo Euroleague. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, il y a le fidèle Romain. Salut Romain, comment que c'est? Salut Corentin, salut tout le monde. Et il y a aussi le petit nouveau de cette team Euroleague, mais pas nouveau chez Ficelle, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on va l'entendre parler pendant cet hebdo Euroleague, c'est Adrien. Salut Adrien, ça va? Salut Corentin, salut à tous les fans de basket. Donc c'est cool, on arrive à pas mal alterner, on a une nouvelle équipe. Ça va être pas mal, ça promet un beau numéro. Comme d'habitude, on va faire les choses simplement. On va faire simplement l'émission avec les résultats de la semaine dernière. Ensuite, la journée à venir, qui nous sera présentée par Adrien. On va enchaîner sur un petit débat. Et enfin, le billet d'humeur de Romain. Tout ça tranquillement, histoire de vous mettre à niveau par rapport à ce qui s'est passé à l'Euroleague. Et puis de passer un bon moment ensemble. J'espère que le programme vous plaît, les copains. Je vais tout de suite aller checker les résultats et puis vous les faire partager. Allez, je m'éclaircis la voix et on est parti. Alors, la semaine dernière se jouait la journée numéro 12. Alors bien sûr, il y avait des matchs en retard, mais je vais commencer par cette journée numéro 12 avec un Real Madrid qui s'est imposé face à Lyon-Villeurbanne 91-84. Le Bayern de Munich qui a été chercher une belle victoire face au Khimki Moscou 80-77. Le Barça a été s'imposer contre le Žalgiris Kaunas 73-62 pour le retour de Jasikevičius à Kaunas. Baskonia s'est imposé face à l'Anadolu Efes 77-59. Valence a été joué contre l'Alba Berlin, mais c'était une victoire de l'Alba Berlin 100-92. Il y a également le Panathinaikos Athènes qui a été chercher une belle victoire contre Milan 80-77. Le Maccabi Tel Aviv, lui, s'est imposé face à l'Étoile Rouge de Belgrade 81-76. Ensuite, il y a eu le CSKA Moscou qui a, on va dire, arraché l'Olympiakos 80-61. Le Fenerbahçe, lui, a été chercher une victoire bien travaillée face au Zénith Saint-Pétersbourg 73-65. Il y avait également deux matchs de journée qui avaient été reportés, notamment le match de la journée 3, Pana-Asvel, avec l'Asvel à domicile. Et l'Asvel s'est imposé 97-73 face à l'équipe athénienne. Et enfin, match décalé de la journée 6, Milan s'est imposé contre l'Alba Berlin de 20 points. Donc belle victoire pour Milan. Alors les gars, je vous laisse vous en donner à cœur joie. Je sais que Adrien a vu l'Asvel, donc je vais commencer avec toi, Adrien. Alors ce match de l'Asvel, déjà, quel match as-tu vu? Parce qu'il y en avait deux. Et qu'est-ce que tu as pensé du match? Alors, il y avait effectivement le match qui était une des journées qui avait été reportée face au Pana, où là, ils se sont imposés, donc c'est super. Et puis, il y avait le match contre le Real Madrid que j'ai regardé, où ils sont passés pas loin de remporter la rencontre, sachant que pendant au moins trois quarts temps, ils ont mené. Et c'est vrai que sur la fin, ils ont été un peu courts. Et je dirais, le Real peut dire quand même merci à Sergio Llull parce qu'il a été clutch, quoi, hein. C'est clairement lui qui a, j'ai envie de dire, qui a montré la voie au Real. C'est lui un peu qui les a fait réagir et c'est ce qui a fait que sur la fin, ben, ils, ils arrivent quand même à gagner ce match, quoi. Mais l'Asvel, franchement, a joué les yeux dans les yeux avec l'équipe madrilène. Et moi, c'est ce que je retiens du match. Notamment la perf de Gershon Yabusele et aussi de Norris Cole qui font du bien à cette équipe. C'est une top nouvelle ça pour l'Asvel. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle saison pour eux? On ne sait pas. Mais ça fait plaisir également du côté du Real. Sergio Llull il était en recherche de forme et puis peut-être qu'avec le départ du Facu, ça laisse un peu plus d'espace. T'as pu voir le match, Romain? Ouais, j'ai pu le voir et du coup, bah ouais, j'ai calculé, il manque 4 minutes 30 à peu près à l'Asvel pour repartir avec une belle victoire de prestige. Euh, je vais probablement en reparler plus tard, ça sera peut-être aussi l'objet d'un débat, mais pour moi, l'Asvel est en train de trouver son style de jeu très clairement. TJ Parker, depuis trois matchs, a trouvé la bonne formule. Et désolé du parallèle, mais du coup, l'Asvel est en train de nous faire une Nanterre et ça leur va super bien avec cette envie de tir à trois points. Malheureusement, ça n'a pas été assez solide. Euh,
le Real l'a joué à l'expérience pure. Un match de très au possible. Ils n'ont jamais paniqué. C'est revenu quand ça a voulu. Lioul, effectivement, a été très très fort, comme on l'aime. Il a rentré des shoots monstrueux avec cette trajectoire de balle hyper haute qui limite, elle touche même plus le filet quand elle rentre dans le cercle. J'ajouterais aussi le très bon match de Walter Tavares. Euh, on, on- je l'ai écrit pour les copains de Q-Basket, mais on sait que l'attaque fait gagner des matchs, mais la défense fait gagner des titres, et Tavares en est la parfaite illustration. Dans les derniers moments, il colle un énorme scotch à KUD, il en met un autre à Yabusele, et finalement, ça change pas mal la physionomie du match. Voilà, donc le Real s'est fait un peu peur, mais a réagi en champion. Ouais, et puis Fabien Causeur aussi qui a apporté sa petite contribution. Exactement, Donc, exactement. ouais, le Real, c'est vrai qu'en Euroleague, c'est pas trop ça pour l'instant, même s'il domine en championnat. Mais au moins, c'était pour eux une victoire à aller chercher parce que l'Asvel vraiment les a poussés dans leur retranchement. Et Ouais, ouais, comme CB, tu ils sont dis, invaincus, c'est 13 victoires le Real, si je me souviens bien. Ouais, Euh, en ACB, ouais. et là, avec cette victoire, ça leur permet de raccrocher le top 5. Ils sont à 7 victoires et 5 défaites en Euroleague. Ça pourrait être mieux, mais de toute façon, je pense que cette année, l'Euroleague, certains se demandent si c'est pas moins balèze, mais moi je crois que c'est plus dense au niveau des équipes. À part le top 2, top 3, où il y a deux, trois équipes qui se détachent, c'est très dense. C'est vrai que cette saison, je pense qu'on a peut-être même une des meilleures saisons en termes de qualité d'effectifs de l'histoire de l'Euroleague. Euh, Malgré tout, on parle justement de cette densité. Et il y a eu beaucoup de matchs intéressants. Enfin, à chaque fois que je regarde les matchs, journée après journée, je me dis, mais ouah, c'est tellement dur de choisir un beau match à regarder. Et il y a un copain qui, lui, décide de pas choisir, c'est Romain, qui a regardé quand même une paire de matchs. Tu voudrais nous parler de quel match, Romain? si tu veux un match intéressant et joli à voir, euh, moi je vais tout de suite choisir celui de Valence contre Berlin. On a là peut-être l'un des plus beaux matchs de la saison, clairement. Deux équipes joueuses, deux coachs très intelligents qui proposent des tactiques opposées, mais vraiment très belles à voir. Euh, Ponsarno a une équipe qui joue magnifiquement bien et il est tombé sur un Renesses en grand maître Yoda qui lui a collé une espèce de zone dès les premières minutes et ils ont complètement bafouillé Valence. Et pourtant, malgré ça, eh ben, ils finissent quand même le match à plus de 100 d'évaluation du côté de Valence. Euh, Ils finissent à 104, ils font 21 passes décisives. Euh, Ils ont un pourcentage à 3 points très correct avec 42,4%. Il y a 5 joueurs à plus de 10 d'évaluation. Et on est en train de parler d'une équipe qui a perdu le match. Ils ont perdu le match parce qu'en face, Berlin était dans une soirée, ben voilà, comme toutes les équipes de tout niveau aimeraient avoir. 17 sur 32 à 3 points, c'est 53%, 28 passes décisives, 124 d'évaluation collective, euh, un Sigma en double-double, Peyton Siva qui fait 10 passes décisives, Tiemann qui s'est vraiment bien montré, Olinde qui a apporté ce qu'il avait apporté, Naix Giffey qui lui depuis quelques matchs se montre très précieux aussi. Et voilà, du coup bah, on a deux équipes très joueuses, très bien dans leur rotation, dans la hiérarchie. Et ça donnait un match ultra plaisant où chacun a eu son moment. Et finalement, bah, c'est Berlin qui, comme je le disais la semaine dernière, avec un effectif au complet, bah, devient très intéressant à voir. Ouais, et moi, alors ce que j'ai noté, Peyton Siva, effectivement, 10 passes sur le match, sachant que le match précédent face au Kimki, il avait déjà fait 10 passes décisives, et le match encore avant face au Zénith, 8 passes décisives. Donc c'est intéressant de le voir dans ce rôle de distributeur, quoi. Et puis Luc Sikma, sur les deux derniers matchs, a été énorme. Donc je pense que s'ils peuvent trouver la clé du succès avec ce genre de joueur, pourquoi pas, mais on sait que ça va pas être simple face aux grosses équipes.
J'ai l'impression que ces deux équipes, c'est le même profil, c'est des équipes très collectives qui vont être parmi les équipes qu'on n'attendait pas dans le top 4, même si Valence y est pour l'instant, qui vont être les plus accrocheuses, les plus embêtantes sur la saison. Et moi, ça me régale de les suivre. J'ai vraiment envie que l'une des deux aille en playoff, même si voilà, Berlin est dans les 5 derniers, mais elles n'ont pas un bilan qui est écœurant non plus, avec 4 victoires, 7 défaites. Donc on a là deux belles équipes qui sont un peu, on va dire, une allégorie de ce qu'est un match de basket européen, notamment dans sa, on va dire, vocation collective. Est-ce que tu voudrais nous parler d'autres matchs, Romain? Après, juste pour dire, Valence, c'est vrai que j'aime bien, moi. Tu vois, c'est un peu, entre guillemets, dans l'Euroleague actuelle, un petit poussé, mais ils ont toujours eu des beaux rosters. Et franchement, c'est super de les voir à ce niveau-là, dans cette compétition, même si en Espagne, c'est un peu moins ça. En Espagne, je crois qu'ils sont tout juste avec un bilan équilibré, 6 victoires, 6 défaites, il me semble. Moi, si je peux rajouter un petit truc avant de passer sur un autre match, c'est que du coup, bah, Berlin, ils sont sur une meilleure dynamique, mais que dès le début de saison, ils ont été privés de pas mal de joueurs et que vraiment le fait de les avoir là maintenant leur fait beaucoup de bien. Euh, une illustration simple, c'est Jason Granger qui était blessé la saison dernière, il revient d'une grosse blessure et cette semaine, il fait un 5 sur 7 à 3 points, il se fait plaisir et voilà, finalement. Alors oui, cette équipe est en train d'apprendre un peu les rouages de la compétition parce qu'il y a pas mal de jeunes joueurs, mais sans dire que ça vise en top 8, ça va devenir une équipe très enquiquinante, vraiment très enquiquinante. Je suis entièrement d'accord. Si en plus Peyton Siva commence à partager le ballon comme il faut, à rentrer des gros tirs, ils peuvent aller en chercher quelques-uns et priver. C'est typiquement l'équipe qui peut vous priver d'un top 6 ou top 4 parce que vous avez perdu 2 fois contre eux lamentablement. Voilà. Tu veux qu'on enchaîne sur quel match? Est-ce que tu as une idée, tu as une envie? Parce que Euh, une envie, j'en ouais. ai. J'ai pas pu aller au bout de CSKA Olympiakos. Tu m'avais dit que tu l'avais vu. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Mike James serait MVP en fin de saison tout de suite, sans emballer? Alors, tu le verras dans ma chronique de fin, mais si vous voulez un spoiler, oui, pour moi, il le sera. Il le sera parce que dans ce match, il a montré un visage de leader, très clairement. Il sort encore du banc, mais finalement, il marque pas 30 points. Mais qu'est-ce qu'il est utile et qu'est-ce qu'il est dangereux en faisant un truc très simple, c'est-à-dire que dès qu'il a la balle en main, bah, les défenses, elles paniquent. Elles paniquent très clairement et il attire beaucoup, beaucoup d'aide. Dès qu'il part au drive, il y a deux, trois joueurs de concernés. Et au final, ben lui, il lui reste juste à distribuer. Et dans ce match, il finit à 16 points. C'est correct, mais pour un joueur comme ça, on sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Surtout que les trois matchs d'avant, il fait 28, 25, 27. Et quand on regarde la suite, eh ben, il fait 7 rebonds, 7 passes, 4 interceptions. Et on voit le vrai impact qu'il a eu, quoi. L'Olympiakos était devant à un moment donné. Mike James rentre, et là, on se dit, bah ouais, ok, d'accord, on a compris la fin du film, en Il fait. a éteint la lumière. Bah, il a éteint les lumières, mais par son génie, pas que par son attaque. Il s'est occupé de tout, mais là, au sens propre, d'habitude, on dit ça pour un mec qui va coller 30, 40 points. Là, il s'est vraiment occupé de tout. Il a distribué, il a trouvé le mec seul. Il était sur les lignes de passe, donc filou comme il est, il interceptait, ça partait en contre-attaque. Et finalement, ben voilà, l'Olympiakos n'a pas su répondre à ça. Et finalement, ils en ont même perdu leur sang-froid. Bartzokas se prend deux techniques très rapidement pour des décisions un petit peu, enfin qu'il a contestées, alors que bon, très franchement, c'était pas non plus le vol de l'année. Et du coup, il se fait virer dès le troisième quart-temps parce que voilà, Mike James était tellement dans le feu de l'action et en train de tirer le CSK vers le haut que ben, l'Olympiakos n'avait plus aucune réponse. Et ben, Bartzokas a voulu faire le bon vieux coup de je prends une technique pour réveiller mes hommes, sauf que ben, il a pris une première technique, une deuxième, il a fini le match
dehors et l'Olympiakos a plongé. Alors que en début de match, l'Olympiakos faisait un très très bon match. Il menait 17-9 parce qu'ils posaient le jeu, ils récitaient bien leur système. On a vu un Spanoulis dans le 5 majeur, ce qui a fait plaisir à voir. Il était avec Sloukas. Euh, Effectivement, ouais. et, et on s'est dit, bah, ils ont peut-être trouvé la bonne solution pour se rassurer et pourquoi pas mettre le CSK sur leur liste. Mais oui, mais finalement, quand tu as une équipe de super-héros et que en plus tu as le chef qui est dans cette forme-là, ben voilà, le CSK fait respecter la logique et ils enchaînent une 7e victoire d'affilée, ce qui est la meilleure série en cours. Et c'est pas étonnant, je l'avais dit, c'est les Beatles, ils sont en rodage et là ils sont très très en forme. C'est clair. Enfin, Mike James m'impressionne de maîtrise, comment il fait tourner son équipe. Je pensais que Charles Jenkins allait l'éteindre, et en fait, pas du tout. Je me suis dit, voilà, c'est un grand joueur, il va pouvoir défendre dessus, et absolument pas. Ceux qui Si l'auront tu pas veux mon compris, c'était avis, un troll. Mais ah ouais, parce que Charles Jenkins, je suis désolé, hein, c'est une imposture. C'est une euh, imposture. ah, il est cramé, hein. Enfin, pour l'Euroleague à ce niveau-là, Oui, il est en cramé. N2, Pour il moi, peut il est dépanner, cramé. je pense. Alors, allez, on est un petit peu méchant. Il peut jouer en Pro B. Mais non, là, sur le match, il était vraiment cata, hein. On sent que, ouais, à ce niveau-là, il est plus vraiment, il fait plus vraiment l'affaire. Ça reste un joueur correct, hein, sinon il serait pas dans ce genre d'équipe. Mais là, il n'y arrive plus. Il était complètement paumé. Et finalement, ben, vaut mieux un Spanoulis qui approche des 70 piges plutôt qu'un Jenkins qui se traîne, qui a aucune idée, qui fait pas tourner son équipe. Et non, c'est clairement catastrophique. Et d'ailleurs, avec Olivier, on a eu une discussion en off. Je pense que l'Olympiakos, s'ils veulent le top 8, comme on a pu en parler dans d'autres émissions, je pense qu'il y a le besoin de faire comme Vitoria et de faire des ajustements dans ses rotations. Pour moi, vous savez l'amour que je porte à San Martin, mais j'ai presque l'impression que Octavius Ellis pourrait faire un meilleur job dans le 5 majeur par son côté plus grand, peut-être un peu plus athlétique. Je compare pas les physiques, hein, mais une dimension Mhm. athlétique autre et son côté défensif. Parce que finalement, quand on regarde le 5 majeur proposé par l'Olympiakos ce week-end, c'est quand même Spanoulis, Lucas, Martin, Papanicolaou et Livio Jean-Charles. Donc des mecs Ouais, qui sont quand même capables de mettre des points, mais du coup, ça déséquilibre totalement les rotations. Et du coup, avec un Jenkins qui est cramé, un Ellis qui joue que 9 minutes, Makisic qui fait un très bon match, un match de merde, un très bon match, un match de merde, c'est et exactement ça. Vezenkov qui est aussi capable d'apporter des choses, et ben au final, et ben du banc qui a été performant, il n'y a que Printezis. Et Printezis, il est comme Spanoulis, il est vieillissant. Et du coup, je pense que l'Olympiakos, à qui il manque encore Harrison qui est sur le côté pour l'instant, mais je pense qu'il y a peut-être un changement à faire dans ton 5 de départ pour trouver un équilibre qui pourra peut-être leur permettre d'avancer un peu mieux. Parce que là, je trouve qu'ils envoient direct leur 5 majeur énorme et après, c'est un petit peu flou dans les rotations. Pardon, le micro était coupé. Je partage ton avis. Je pense qu'ils ont besoin d'un San Martin qui joue avec la rotation derrière pour apporter cet ancrage et cet energizer musculeux. Parce que McKissic, il est gentil, mais comme tu disais, c'est un match en dedans, un match où il fait n'importe quoi. Je pense que concrètement, c'est ça ce qu'il leur faut, c'est un mec qui puisse leur apporter des points et structurer le jeu. Et puis c'est très compliqué, quoi. Enfin, moi, je vois pas la solution. Même Lucas, j'ai l'impression de plus voir le même joueur qu'au Fener. Ça fait tout drôle parce que même si en défense il reste solide sur certaines actions, et il était super intéressant. En attaque, il n'arrive pas à faire tourner son équipe passer le premier quart-temps. Et ça fait mal au cœur. Voilà. Adrien, tu as pu suivre un peu une des deux équipes en ce début de saison, vu qu'on t'a pas encore eu sur l'hebdo Euroleague? Alors, le CSK, j'avais vu leur match face au Žalgiris.
Et c'est vrai que clairement, Mike James est un candidat légitime au titre de MVP, hein. J'ai regardé ses stats là, il y a au moins 5 matchs où il est au-dessus des 20 points, donc il est énorme. Et puis ça tourne bien au niveau des résultats, donc le CSK, clairement candidat au Final Four. Et en ce qui concerne l'Olympiakos, ben, les clubs grecs, ça craint, c'est devenu un peu craignos, hein. C'est plus trop ça niveau financier, donc qu'est-ce que ça va donner dans les années à venir? J'ai hâte de voir ça, moi, mais c'est vrai que le Pana et l'Oli, ils sont plus vraiment au niveau qu'on les attendait ces dernières saisons. Ça fait froid dans le dos ce constat, mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur d'autres matchs? Un match notamment qui a plutôt retenu mon attention, c'est le Baskonia qui est parti se rassurer en allant battre l'Efes Istanbul 77-59. Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match-là? Parce qu'on sait que Baskonia, c'est un peu ton équipe fétiche en Euroleague. Eh bien, que on a trouvé la solution de garder au chaud Shane Larkin et que le petit bonhomme n'a pas pu prendre feu. Du coup, il met que 9 points, il me semble, dans la rencontre. Donc on aurait Au-delà, trouvé son némésis, quoi. C'est possible de l'arrêter. ouais, c'est possible de l'arrêter. Bon, après on en a déjà parlé, mais Shane Larkin est un tout autre joueur cette saison, beaucoup plus dans l'organisation. Et finalement, en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est pas tant voilà, d'avoir éteint Shane Larkin qui, du coup, finit à 8 points. C'est un mélange entre un mauvais choix tactique de Ataman et un Vitoria qui est dans une dynamique très positive. Pour parler de l'Anadolu, ils ont voulu gagner grâce à l'adresse et le début de match leur donne raison puisque leurs 9 premiers points, c'est 3 tirs à 3 points. Ils sont dans la zone, ils ont une belle adresse, sauf que finalement, ça va très vite s'arrêter, mais ils vont continuer à forcer et ça va pas du tout le faire. Ils finissent à 8 sur 29 à 3 points, ça fait 27%. C'est pas super beau. Dans la peinture, ils sont à 14 sur 33, c'est 42%, c'est plutôt moyen. Il n'y a aucun joueur à plus de 10 points. Ça pourrait être très encourageant. Mais finalement, il n'y a que 16 passes décisives pour 15 pertes de balles, donc le ratio est pas top. Ils finissent à 51 dévals, ce qui est pour l'Anadolu, je pense, depuis peut-être 2 ans, un des plus faibles totals qu'ils aient pu faire. Donc vraiment une soirée compliquée pour l'Anadolu parce que voilà, ils ont voulu s'enfermer dans cette manière de faire, à vouloir tout gagner à 3 points. J'ai en mémoire une action où Larkin en rate un premier de loin, il leur prend un deuxième dans la foulée. Finalement, on refait Oh, Romain, on t'a perdu. Je sais pas pour toi, le Adrien. match. Ah, t'as frisé, Romain. Est-ce que tu peux répéter? Ouais, ben du coup, enfin, ils ont voulu tenter à mort à 3 points et ça leur a pas servi. Du coup, ils se sont perdus là-dedans, mais vraiment, c'était presque indigeste. Donc c'est Je plus une m'inquiète défaite beaucoup. de l'Efes plutôt qu'une victoire de Baskonia. Ouais, c'est un mélange des deux, c'est clairement un mélange des deux parce qu'Ataman aurait pu mieux faire. Et en même temps, bah, Vitoria a choisi les bonnes actions. Il y avait un point faible, ils l'ont exploité, c'est-à-dire que bah, Youssouf Afal fait entre 2,15 et 2,20. Du coup, bah, ils ont pilonné dans la peinture. Euh, Alec Peters, il continue d'être énorme. 18 points à 3 sur 7 de loin. Il s'est même permis de faire des dédicaces à Dirk Nowitzki en faisant des fade-away à mi-distance. Polonara est complètement dans son rôle d'énorme soldat, c'était très plaisant. Et Pierre Henry, voilà, il a définitivement trouvé son rôle dans Vitoria. Donc c'est clairement un mélange des deux parce que Vitoria ne fait pas un match exceptionnel non plus, hein. Juste, ils ont appuyé là où ça faisait mal. Ils ont profité de l'Anadolu dans un mauvais soir et un peu perdu. Vraiment, voilà, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Krusnoslav Simon n'a absolument pas été à la hauteur.
Pour une fois, on n'a pas nos Français qui ont brillé non plus. Donc voilà, c'est clairement un mélange des deux. Mais du coup, Vitoria enchaîne aussi les victoires, ce qui les fait remonter dans le top 8. Et c'est plutôt agréable. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais 4 victoires de suite. Alors contre des équipes un petit peu moyennes, il y a eu le Fenerbahçe, il y a eu le Pana, l'Olympiakos. Là, on tombe sur un mauvais jour de l'Anadolu. Il va falloir faire mieux les prochaines semaines parce que il faut jouer le Maccabi, le Zalgiris, Munich. Ça reste quand même des équipes pièges. Il y a Milan qui pointe le bout de son nez. De toute façon, à partir de mi-décembre, Vitoria, il passe au révélateur parce qu'ils enchaînent Milan, Valence, CSK. Donc voilà. D'accord, ok, que des gros, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il fallait prendre ces victoires, ils l'ont fait. Voilà. Et en plus, l'Anadolu est en dessous. Donc voilà. Un bon soir pour Vitoria, un mauvais pour l'Anadolu. Clairement, c'est un peu le résumé. C'est intéressant de suivre un peu cette équipe-là parce qu'ils ont des joueurs précieux comme Polonara et Peters. Et je pense que quand tu es une équipe top 4 ou bordure, tu vois, top 6, ce type de joueur peut être une denrée précieuse à aller chercher en fin de saison. Il y a également une rencontre qui était assez intéressante, c'était de voir comment le Barça allait réagir, parce que le Barça, rappelons-le, avait perdu contre l'Asvel et ils ont été se rassurer en allant battre le Žalgiris Kaunas pour le retour de Jasikevičius à Kaunas. Romain, je crois que tu l'as vu aussi le match là. Ouais, alors j'étais en train de le rattraper dans la journée. J'ai vu que la première mi-temps, Barcelone se rassure, mais dans ce que j'ai pu en voir, il y a un petit moment de flottement du côté de Barcelone. C'est probablement très normal, hein. On peut pas être au top tout le temps. Là, ça fait 2 petites semaines que ça dure. Ils ont perdu contre l'Asvel. Ils gagnent contre le Zalgiris, mais du coup, sur le terrain, ce que j'en retiens, c'est que ouais, c'est un peu moins fluide que ce que ça peut être. C'est toujours très intelligent, mais un peu moins fluide. Il y a plusieurs actions où les systèmes sont annoncés, puis il y a un mouvement, deux mouvements, et puis un petit moment où limite les joueurs se regardent un petit peu, à savoir qui va devoir déclencher quoi. Et puis finalement, voilà, ça passe parce que le talent est au-dessus. Euh, mais on a vu le Zalgiris très accrocheur, notamment par des valeurs défensives où ils ont mis un bon coup de pression à un moment donné, où ils récupéraient des ballons et sur jeu rapide, ils se sont fait plaisir. À l'image de la pépite, hein, on va l'appeler comme ça maintenant, mais Djokubaitis s'est fait plaisir. Il termine à 15 points, 15 dévals. Euh, et du coup, voilà. Alors après, je peux pas me permettre de juger la fin de match qui a l'air tout aussi serré, puisque les deux derniers cartons, ça finit à 16-15 pour le Barça dans le troisième et 18-14 pour le Barça dans le quatrième. Donc comme quoi, c'était vraiment un match serré, plutôt serré de bout en bout. Mais voilà, le Barça connaît un petit moment de moins bien. Les fêtes approchent, ça va peut-être leur faire du bien. Et le Zalgiris enchaîne encore une défaite, mais retrouve quelques valeurs. Est-ce que ça va leur permettre de retrouver la dynamique qu'ils avaient en début de saison? Je ne sais pas. Parce qu'il y a il y a toujours un facteur qui manque pour que ça tombe dans leur sens. Mais en tout cas, voilà, l'équipe est toujours pleine d'envie et Martin Schiller pousse pour ça. Donc voilà, ça reste intéressant, mais ça suffit pas pour gagner. Ok. Adrien, est-ce que vite fait en deux trois mots, le Žalgiris fait partie de tes équipes chouchou en ce début de saison? Ah, c'est une équipe que j'adore comme tout le monde, mais là, c'est vrai qu'ils sont clairement dans le dur. Et ils ont enchaîné une sixième défaite. Donc, on peut se demander si c'est pas aussi le fait qu'il n'y ait plus de public, parce que Hmm. vu le contexte sanitaire. Mais honnêtement, leur série de défaites, ils l'ont commencé, il y avait encore du public dans la salle. Donc, je pense que ils sont clairement dans une mauvaise passe. Et j'ai envie de dire, ils sont peut-être à leur place, hein, parce qu'ils ont un effectif pas mal, mais ça peut peut-être pas vraiment aller se frotter au gros. Donc, à voir sur le reste de la saison. Et sinon, le Barça, ben, ça fait plaisir de voir que Brandon Davis et Kyle Kuric se sont montrés sur ce match, quoi.
Mais Brandon Davis qui est en train pour moi de s'affirmer, c'est Mathieu qui m'en parlait la dernière fois, qui pour moi est clairement en train de s'affirmer comme étant un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pivot de la ligue. Clairement. Je le trouve tellement bon. Il a mis un petit spin à un moment. Allez voir, assez intéressant. Et on voit il sent les choses et ça fait du bien de le voir dans ce rôle-là. Également, il y avait un match qui était intéressant. C'était le fait que on a vu Milan aller chercher une victoire de 20 pions contre Berlin, mais derrière, une défaite contre le Pana. Que dire? Je sais que voilà, Adrien pourra en attester. En Italie, Milan, c'est très très solide. En Euroleague, c'est encore un peu friable. Sur certaines actions, on voit des trucs assez incroyables comme Karl-Heinz qui se retrouve à driver depuis la ligne à 3 points. Donc du coup, bah, il se fait massacrer. Et puis derrière, transition, panier. On a aussi des trop d'ISO à mon goût, avec les Malcolm Delaney et Kevin Putner. Mais bon, ça c'est que mon avis, même si ça c'est quand même arrivé, pas mal. Il y a eu également le fait, enfin je trouvais ça assez choquant, que les deux équipes ont été très permissives au rebond. Milan en a chopé 11 offensifs, mais le Pana aussi. Et donc du coup, que le Pana en chope 11, enfin se fasse prendre 11 rebonds offensifs sur la tête, ça me dérange pas trop. Mais Milan, je trouve ça un peu fou. Romain, j'imagine, ça a renforcé tes doutes, le fait que Milan se fasse, on va dire, perdre contre le Pana. Bah exactement, et puis tu as souligné ce que je pense depuis un petit moment, c'est que Ettore Messina, tout grand coach qu'il est, son passage en NBA a l'air d'avoir servi qu'à un jeu basé sur du 1 contre 1, sur le talent de Mm. certains et pas sur un collectif. Et Ouais, finalement, déjà, enfin, l'effectif comme il est constitué allait dans ce sens. Shields, Delaney, Ledé, Punter. C'est des mecs qui, dans leurs équipes d'avant, étaient les leaders offensifs, marquaient des points. Et c'est pas avec Kyle Hines que tu caches toute cette forêt, bien qu'il ait des énormes épaules. Euh, Malheureusement, Milan va devoir assumer ce style de jeu. Et pour l'instant, en Italie, ça passe. En Euroleague, euh, désolé, mais ça renforce l'idée que moi, si vraiment vous voulez qu'ils accrochent le top 8, ok, mais ça passera pas en tour de playoff. Ou alors, il faut vraiment que les planètes soient alignées et que ils arrivent à, malgré ce jeu un peu NBA, ils arrivent à se trouver et nous faire un Limoges CSP des dernières années où on était champion, où c'était que des solistes et qui finalement vont réussir à gagner un titre. Mais j'y crois clairement, pas. Clairement, clairement. j'y crois pas. Bah écoute, moi j'y crois parce que je suis optimiste et puis surtout que je veux les voir, mais il y avait aussi le retour de trois joueurs à Milan, c'était Aaron White, Nemanja Nedovic et Shelvin Mack. Simplement, Nedovic a été très très bon. Il a pas mal vendangé à 3 points, mais quelque part il a su ne pas forcer au bon moment. Et Aaron White, je l'ai trouvé affûté. Et bon, il a 100%, je crois qu'il a 100% à l'intérieur. Ah non, 2 sur 4 pardon. Mais je l'ai trouvé voilà, dans un rôle assez intéressant, d'aller chercher des rebonds offensifs, d'aller chercher des points dans le combat, chose que bah, qu'on voyait pas la saison qu'il a passée à Milan, même s'il jouait pas énormément. Je trouve que voilà, cette équipe du Pana, elle a montré que bah, au final, le jour où, on parlait de planète alignée, bah, le jour où Nedovic croque pas trop et que derrière des mecs savent, on va dire, utiliser leur qualité pour le collectif, et ben, il y a moyen de gagner. Et je suis vraiment dégoûté pour Milan parce que je me suis dit, bon, ça va être une victoire facile, voilà, 2 victoires d'affilée en Euroleague et puis on raccroche les wagons. Je suis triste, franchement, je suis triste et il y a des joueurs que je retrouve plus, quoi, que ce soit Datomé, que ce soit, enfin, j'allais dire Mikov, mais Mikov, il joue 21 minutes, mais sur le match, c'est catastrophique. Il va prendre des rebonds. Mais c'est des rebonds faciles, quoi. Donc bon, enfin, voilà, vous l'entendez sur moi, ma voix, je suis déçu. Voilà. Adrien, toi, tu trouves aussi que ce Milan-là ne séduit pas? En Euroleague, clairement, ouais, c'est vrai qu'on voit toujours un peu souvent, vous l'avez dit, hein, les mêmes individualités. On voit souvent le trio de scoreurs Shields, Delaney et
Kevin Punter. Voilà. Datomé, il se met pas en valeur. Là, en 11 minutes, il n'a pas scoré. Il y a Mitsov, ou Mikov, je sais pas comment on prononce. Pareil, il est dans un rôle un peu unidimensionnel, certes, mais je trouve qu'il pourrait plus scorer. Après, il y a des joueurs qui sont inconstants. Michael Roll, on le voit sur certains matchs, moins sur d'autres. Mm. Jeff Brooks, il faudrait que je regarde, mais c'est vrai que je crois qu'on ne le voit pas souvent marqué. Ouais, voilà, Jeff bah, Brooks, Jeff c'est Brooks, 11 minutes de jeu, 2 points. ouais, voilà, il score, il n'a pas fait un match à plus de 10 points, donc voilà, c'est le problème. En Italie, ça marche quand tu as un gros Ouais. effectif Et avec tu des sais, grosses c'est individualités, mais pas en Euroleague, c'est clair. le Milan de cette année, ça me fait penser à la phrase de Unamuno qui dit à Franco, vous vaincrez, mais vous ne convaincrez pas. Et ben c'est ça. En Italie, ils gagnent, mais je suis désolé, la Virtus Bologne joue d'une manière beaucoup plus intéressante. Milan, j'ai regardé quelques matchs en Lega, enfin, ils gagnent parce qu'ils ont de grosses individualités, mais c'est pas assez, et clairement ils le payent en Euroleague. Et je pense que ça fait un peu trop longtemps qu'on dit ça. Si dans 4-5 journées c'est encore le cas, je donne pas cher de leur peau en playoff, comme disait Romain. Mm. Et je suis assez amer par rapport à ça. Est-ce que vous aviez des remarques sur d'autres matchs à faire ou on passe à la journée prochaine? Parce qu'on a quand même un débat à traiter, les gars. Bah écoute, Moi, si je Fener Zénith, rien à ajouter, à part que le Fener s'est imposé. Et Vezeli et Bartel, Vezeli 17 points, Bartel 15 points. Ils ont scoré 32 points à eux deux, qui a permis à la victoire du Fenerbahçe. Bartel, il est en forme en ce moment, hein. Ouais, j'ai remarqué. Ça Il est fait en forme plaisir. et il a été très très bien utilisé par Kokoskov en sortie de banc. Ça a été vraiment une belle impression qu'il a laissé. Monsieur propre, on va l'appeler comme ça, 6 sur 6 à 2 Ouais, points, 1 sur 2 à 3 points. Il a à fait l'allemand. exactement ce qu'il avait à faire. Ah mais vraiment, efficacité plus plus. En plus, il rajoute 5 rebonds, 4 passes, donc voilà, il était un peu partout. Vous Euh, savez à qui il me fait penser, Bartel? C'est à ce genre de cuistot qui te fait des plats qui sont plutôt bons, pas délicieux, mais qui laisse son plan de travail toujours propre. Et ça fait du bien parce que je trouve que dans cette équipe, il rentre mais vraiment très très bien dans le collectif. Ouais, c'est clair. Et si je peux ajouter un truc sur ce Fenerbahçe qui a enfin gagné son De Colo, eh ben, malgré sa petite ligne de stats avec 4 dévals, c'est que ben, Léo Westermann était dans le 5 et Léo Westermann a participé au bon passage du Fener dans ce match. Euh, Quand il était plus là, ça a été catastrophique et ça a remis le Zénith dedans parce que le Zénith continuera à être une équipe enquiquinante. Et finalement, ben, quand Léo était sur le terrain, et Dieu sait que ça me fait plaisir, et ben, la boutique, c'était propre. On trouvait toujours une solution. Brown n'avait pas l'obligation de forcer et de tout faire. Il est beaucoup mieux quand il y a quelqu'un à côté de lui qui crée et qui annonce les systèmes. Du coup, je suis très content pour Léo de ce match, en espérant qu'il joue un peu plus, que son corps le laisse tranquille et qu'il puisse être en forme. Mais voilà, j'ai trouvé le passage de Léo très intéressant et le Fenerbahçe en avait grandement besoin. J'espère pour lui, on croise les doigts. Et sinon, juste pour ajouter vite fait, le Maccabi qui gagne contre l'Étoile Rouge, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que cette année, c'est très peu convaincant en Euroleague, le Maccabi Tel Aviv. ISO, c'est le mot. C'est tout le Ouais, temps, enfin, même c'est si ça. sur les deux derniers matchs, Elijah Bryant et Othello Hunter ont fait des perfs, mais on voit beaucoup Will Buckin. Mm. Il y avait un match que j'ai pas pu voir encore. Je m'auto-spoil, mais je sais que le Bayern a été chercher une victoire contre le Kimki. Euh, le Bayern, est-ce qu'ils confirment leur statut d'équipe embêtante? Parce que là, ça commence à faire un moment. 8 victoires, 3 défaites. Trinkieri a dit qu'il vivait en plein rêve. Ils sont dans le top 3. Est-ce qu'on peut au final mettre tout de même une pièce sur ce Bayern-là, Romain? Oh bah clairement oui. Et puis Trinkieri est en train de se prendre pour Popovic à troller toutes les conférences d'après-match, Oui, parce clairement. que il me fait mourir de rire et il peut se le permettre parce que son équipe, voilà, elle a pas d'énormes noms, elle a des joueurs de devoir qui ont très bien compris la philosophie du coach et ils font un super début de saison. Euh,
je me régale à les regarder parce que voilà, je sais que c'est pas une équipe où je vais me dire il y a un mec qui va coller 25 points. Mais par contre, je vais voir une équipe soudée qui, dès qu'un mec va faire une bonne action ou va être dans la zone, ils vont tous s'encourager, ils vont tous se jeter sur les ballons et c'est ultra plaisant à voir. C'est ultra plaisant à voir et voilà, Wade Baldwin se révèle au grand jour à ce niveau en Euroleague. On en a parlé, Jalen Reynolds fait grave du bien. Mon amour pour Lucic, je n'en démords pas, j'adore ce joueur. Voilà, c'est vraiment une équipe qui est poil à gratter et qu'il faudra pas prendre en playoff parce que ça va être relou. Ça va être très très relou. Ah Donc oui, voilà, elles vont Thierry te réussit calciner un les tour poumons. magnifique. Elles Grave. vont te tuer les poumons avant de taper enfin d'aller chercher une autre grosse équipe et c'est un tour qui peut vraiment tuer ta saison parce qu'après bah ça va être compliqué. Adrien, tu nous présentes les matchs de la semaine prochaine? Alors, Enfin dans de les cette matchs à semaine à l'heure venir, où on parle. de quoi? De cette semaine à l'heure où on parle parce qu'on est le 7 et les matchs Ah, qui exact. arrivent c'est demain. Alors, on a Étoile Rouge de Belgrade face à l'Olympiakos. Donc ça, c'est un match que je vais probablement mater parce que c'est un peu le derby des Reds. Eh oui, les Orthodox Brothers. Eh ouais. Il y a Alba Berlin face à Fenerbahçe. Mhm. Vitoria qui affronte le Maccabi Tel Aviv. Valence qui joue face au Fener. Le Real Madrid face au Zénith Saint-Pétersbourg. Le Khimki Moscou face au CSKA. Le derby de Moscou, même si on sait que le Khimki, c'est la région de Moscou. Panathinaikos face aux Zalgiris. Bayern Munich contre l'Asvel. Barça face à Milan, ça aussi c'est un beau match. Mhm. CSKA Moscou, ah ça c'est la journée 14, donc voilà, la journée 13 j'ai annoncé les matchs. Ouais, il y a aussi des matchs, des journées, enfin des matchs décalés, d'autres journées. C'est Kimki Milan le 8, Efes Asvel le 8 également. Le 8 également, il y aura Barcelone Olympiakos. Et dans cette journée décalée, il y aura également Valence Zénith Saint-Pétersbourg. Sur tous ces matchs, lequel mettez-vous un point d'orgue à regarder? Moi, il y en avait un. Je me permets de prendre la parole parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est le Barça Milan. Mais Milan m'a tellement enfin, déçu et ça m'énerve en fait. C'est tellement frustrant de les voir jouer, je prends pas de plaisir que je vais pas aller voir ça. Et je me base, enfin, j'irai voir un autre match. Je préciserai lequel après. Et vous les gars, c'est lequel qui vous fait kiffer en cette prochaine journée? Ben, moi perso je l'ai dit, Étoile Rouge Belgrade Olympiakos, Ouais. franchement Même sans j'ai envie de le public? mater. Après c'est vrai on peut regretter qu'il n'y ait pas le public, mais bon c'est comme ça. Ok. Comme ça, c'est franc, c'est net. Et toi, Romain? Euh, S'il y en a une vraiment que j'ai envie de voir, alors j'en ai trois que j'ai vraiment envie de voir. J'ai peut-être misé sur Alba Berlin Fener. Mhm. Voir si Berlin continue sa bonne dynamique et si le Fener est capable de confirmer la victoire contre le Zénith. Et puis parce que j'ai envie de voir Renesses contre Kokoskov et Sikma contre Vezeli. Et voilà, il y a plein de petites oppositions à l'intérieur de ce match qui m'intéressent. Le Valence Anadolu, pareil, j'ai envie de voir si le collectif de Valence est capable de stopper Larkin parce que Larkin à 8 points, c'est pas tous les jours. Du coup, il va vouloir se réveiller et faire un gros match. C'est clair. Et Ce puis, match-là me chauffe bien aussi, hein. voilà, et je vais aller à l'inverse de toi. Je t'avoue que le Barça-Milan me tente beaucoup. Ah ouais? Ouais, pour deux raisons. C'est pas pour Milan, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Oui, Euh, merci. mais en même, mais en même temps, je suis en train de me dire que Milan joue le Barça. Le Barça, un peu moyen en ce moment. Du côté de Milan, il y a des ricains qui vont vouloir se montrer. Du coup, je suis en train de me dire que Punter et Delaney vont vouloir être énormes et que Barcelone va devoir élever son niveau de jeu. Et que ça peut peut-être donner, dans deux styles différents, un match assez explosif. Après, il y a le derby de Moscou et j'ai envie de voir Mike James tuer Sved.
C'était une bonne. Tu m'as bien séduit, quoi. Tu m'as presque donné envie de le regarder. C'est vrai que le Kimki CSK, ça va être intéressant. Mais le Barcelone-Milan, ouais, peut-être que je réviserai mon jugement. Mais moi, je jetterai mon dévolu sur le Valence-Zénith. Tout simplement parce que c'est deux équipes coup de cœur. J'ai regardé quelques matchs de Valence confondus entre ACB et Euroleague. Et de l'autre côté, le Zénith, dont j'ai vu aussi quelques matchs. Et les deux me séduisent énormément. Après, c'est deux clubs que j'aime beaucoup. Donc voilà, je jetterai mon dévolu sur ce match-là, si toutefois je réussis à le trouver. Euh, c'est cool les gars, on a bien avancé. Malgré tout, il y a quand même un débat à aller chercher. Quelques petites échauffourées, je pense, sur ce débat, parce que on va pas tous être d'accord et c'est le but aussi d'un débat. Le débat de la semaine, il est simple. C'est est-ce qu'il y a encore une place pour les petites villes ou les villes moyennes en Euroleague? Alors, je pense que je vais m'exprimer en dernier parce que je vais être assez, on va dire, factuel et agressif. Donc, pour commencer, bah, je vais proposer que l'un de vous commence. Allez-y, les gars, hein, que ce soit Adrien ou Romain, celui qui a le plus envie se lancera. Adrien, je t'en prie, c'est ton premier hebdo Euroleague, je t'en prie. Justement, j'avais hâte de débattre de ça. Je dirais qu'à l'époque actuelle, effectivement, on a le sentiment qu'il n'y a plus de place en Euroleague pour les, entre guillemets, petites villes. Alors après, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une petite ville, parce que quand tu regardes par exemple Kaunas, c'est à peu près 336 000 habitants. Ils peuvent déjà être considérés comme une petite ville par rapport à Madrid, Barcelone ou Istanbul. Mais c'est vrai qu'il y avait des périodes dans les années 70-80, voire dans les années 90, où on voyait des clubs de villes, même parfois de moins de 100 000 habitants. Et ça, je me T'as dis, des exemples? ben, j'ai des exemples et beaucoup des clubs italiens, voilà, parce que l'Italie, ce qui était énorme, c'est que c'était dans des petites villes. Et en plus, à la différence de nous, même si c'est un de leurs points communs, ils avaient les moyens financiers. Donc, j'ai noté Varese, voilà, c'est à peu près 80 000 habitants. Cantoux, eux, ils ont gagné l'Euroleague début des années 80, c'était 39 000 habitants. Trévise, c'est à peu près 85 000 habitants. Pesaro, 95 000 habitants. Il y avait Caserte aussi, c'était 76 000 habitants. Et Sienne, qui a joué jusque dans l'Euroleague des années modernes qu'on connaît, dans les années 2000-2010, Avant de c'était à peu disparaître, près. malheureusement. C'était dans les années. Ouais, après, c'était scandaleux. Le scandale de triche en Italie, je ne m'en suis jamais remis de ça. C'était à peu près dans les 50 000 habitants. Donc, c'était des petites villes, mais il y avait les moyens financiers. Le problème, c'est que le basket italien, là où il ne s'inscrit plus dans l'époque actuelle, c'est par rapport au fait que c'était beaucoup du sponsoring. Donc, je veux dire, maintenant, à part la Virtus Bologne, qui est ambitieuse, qui a un gros sponsor, c'est Gaffredo, mais qui a pas mal d'investissements et qui est dans une ville vraiment où le basket est fait parler. Je veux dire, ces clubs-là, dans le championnat italien, comme Varese, Cantoux, aujourd'hui, ils sont pas loin de la banqueroute. Et c'est dommage. C'est malheureux, mais c'est un principe qui marche plus. Donc je pense que dans l'Euroleague actuelle, ça va être compliqué de revoir ce genre de club, à moins qu'il y ait l'argent. Il y avait Bamberg il y a quelques années, mais malheureusement, il y a moins de thunes. Donc j'ai l'impression que l'Euroleague, si tu veux, eux, ils veulent des clubs qui misent sur le long terme. Alors après, est-ce qu'il ne va pas avoir un autre modèle qui va naître, surtout quand on voit les difficultés financières du Pana et de l'Olympiakos? Ça, j'ai envie de dire, l'avenir le dira. Mais aujourd'hui, il y a moins de place pour les petites villes, j'ai l'impression. Ok. C'est un avis assez intéressant. Euh, Autre que l'Italie, c'est vrai que des petites villes, il y en a eu énormément aussi, et on les revoit plus trop. En Eurocup, c'est une autre histoire. Il y a combien d'habitants à Limoges, Romain? Là, tu me poses une bonne colle. Ouais, moi, je sais. C'est plus de 100 000, j'ai regardé. Ouais, Sachant c'est un truc comme qu'après, ça. Ouais, je suis dans compte ces ce qu'ils chiffres-là. appellent aire urbaine ou pas, mais c'est dans ces eaux-là plus de 100 000, quoi. Ouais, c'est comme Metz à peu Normalement, près, c'est c'est 130 000 personnes, 132 000, ouais, c'est ça, ouais, 130 entre 000 130 et environ. 150. Alors Ouais. après, moi, la question que j'ai, est-ce que pour vous, une ville de 100 000 habitants, c'est ce qu'on appelle une petite ville?
C'est une super question. Ben, Sienne, Euh, c'était dans les 50 000, c'est encore plus petit. ouais. Bah écoute, une ville de 100 000 habitants, mais tu sais quoi? On va regarder les villes de 100 000 habitants en France. Ben, Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'en France, sachant qu'on est un grand territoire, c'est un peu dispatché, c'est un peu éparpillé. Donc, je dirais que tu as une ou deux grosses villes, Paris, les villes comme Lyon, Marseille. Et après, c'est surtout des villes de 100 000 habitants. Donc, la moyenne des villes françaises de 100 000 habitants, je dirais que c'est des grandes villes. bah écoute, c'est simple, dans les villes de plus de 100 000, alors je vais tout ce qui est, on va dire, classique, ce qu'on s'imagine, je vais pas les citer, mais t'as du Clermont-Ferrand, t'as du Mans, t'as du Dijon, Brest, Rennes, Le Havre, Reims. Donc toutes ces villes-là font plus de 100 000. Metz en fait partie également. Donc une ville de moins de 100 000, il va falloir aller chercher assez profond dans le classement. C'est vrai que ça devient dur, parce que quand on regarde un truc très simple, c'est que Angers et Amiens sont à plus de 100 000 déjà. Donc pour aller chercher du 80 000, du 70 000, c'est compliqué. Je sais qu'Ajaccio, c'est 70 000. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Après, ça peut être des villes de banlieue parisiennes, j'entends. Donc Nanterre, des choses comme ça. Donc là, oui, c'est pas forcément, c'est pas forcément des villes que l'on ne connaît pas. Il y a Euh, Cholet qui est très en dessous de tout ça. Ils sont à combien? J'ai vérifié dans la journée, ils sont à un peu plus de 50 000 habitants dans la population vraiment de la ville. D'accord. Ok, ok, bah, de toute façon, c'est simple, hein, quand tu regardes les villes en France, c'est assez éparpillé, malgré tout, parce que c'est assez étonnant quand on connaît la tradition jacobine et centralisatrice à la française. Pour le coup, en Europe, il y a un peu de tout. Et c'est marrant ce que disait Adrien, notamment sur l'Italie, c'est qu'on a des villes qui étaient des cités-États, et donc du coup qui ont une identité très forte, et des populations qui sont pas forcément très élevées. Donc du coup, forcément, bah, avec un foot qui était un peu omniprésent, et sport numéro un, et bah, les villes ont été chercher du basket notamment pour aller chercher à concurrencer le foot et on va dire, mettre en place leur identité. Euh, pour le coup, ça m'intéresserait de connaître l'avis de Romain, parce que je pense que je pense qu'on va se télescoper. Euh, Moi, j'aimerais connaître ton avis parce que j'ai peur de réutiliser les mêmes arguments, en fait. Ben, en fait, j'ai beaucoup réfléchi et je voulais froisser personne. Moi, je pense surtout qu'il y a un roulement en fait. Si on prend l'histoire de l'Euroleague, si je vous cite certains anciens vainqueurs, Adrien en a parlé de quelques clubs. On a du Bologne, du Limoges, du Cantoux, du Varese, du Split. C'est pas des mégalopoles, hein. C'est pas des énormes villes. Et pourtant, ben, ces équipes sont plus titrées que le Khimki Moscou, voilà, qui est à Moscou, enfin, région de Moscou, mais quand même une énorme ville. Ils sont plus titrés que l'Anadolu Efes Istanbul, qui se trouve dans une énorme ville. Euh, et finalement, ben, c'est un roulement. Comme l'a dit Adrien, il y a eu une époque où c'était des petits clubs dans des villes assez moyennes qui étaient au top. Aujourd'hui, malheureusement, ben, on est dans une période où l'Euroleague euh, a des équipes qui ont de l'argent, certes, mais c'est pas non plus des capitales. J'ai fait le compte, il y a 11 équipes sur 18 qui ne sont pas des capitales de pays dans la compétition. Là, on est juste dans une Euroleague avec des clubs mythiques. Moi, la question que je me posais, c'est qui, aujourd'hui, sur les 18 équipes, enfin, qui peut contester la présence de ces 18 clubs? Qui, aujourd'hui, peut dire l'Asvel ne mérite pas d'y être? Qui peut me dire que Berlin ne mérite pas d'y être au profit je vais pas citer de ville avec des clubs. Bologne. Ouais, ouais, je veux pas froisser des gens, donc j'aurais presque, comme on a parlé en off, j'ai presque envie de citer Palavas les Flots, comme ça au moins j'irrite personne en termes basket. Mais qui aujourd'hui
peut contester leur présence en Euroleague. Tu peux en Voilà, je pense contester quand que même quelques-uns, hein. Regarde le Zénith, tu peux contester. Tu peux bah, le Zénith, contester le Zénith, tu le du. contestes, mais ils sont 6e du classement. Oui, c'est vrai, mais ça dépend de sur quels critères on juge. Toi, si tu devais juger, ce serait parce que c'est des clubs mythiques ou c'est parce que il y a tout simplement du blé là-bas? Alors non, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de juger sur un critère sportif. Alors oui, ils ont la thune, mais ils l'ont. Enfin, tu vas me dire, si on a envie de pinailler, le Zénith, on va me dire, ils l'ont pas volé. Bon, après, je suis pas dans la géopolitique, voilà, dans la géopolitique et tout ça, je veux pas savoir. Mais on va pas reprocher à ces clubs d'avoir de l'argent et de pouvoir avoir des effectifs conséquents, parce qu'à un moment donné, on parle aussi de la première Coupe d'Europe. euh, Enfin voilà, c'est la première Coupe d'Europe. C'est celle où on attend d'avoir une élite en termes sportifs. Je demande pas, on va pas rentrer dans le débat élite, machin, ligue fermée, etc. Je veux même pas qu'on rentre dans ce débat-là. Juste, on est dans une ligue où on a besoin d'une élite sur le terrain. Qui dit élite dit meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs, il faut les payer. On va pas reprocher au CSKA Moscou de se monter une équipe euh, ultra douée, tout ça parce que il y a la banlieue du Mans qui veut jouer en Euroleague, etc. La porte, en plus, elle n'est pas fermée. J'ai pris sur les 10 dernières années, il y en a eu des petites villes. On a eu du Cholet. Je suis désolé les gars, hein, je vais pas, c'est pas pour vous froisser, mais bon, Nancy. à taille, voilà, il y a eu Nancy. Il y a eu Gdynia. Gdynia, c'est pas énorme non plus comme ville, hein. Charleroi, je suis pas sûr que ce soit des millions d'habitants non plus. Euh, on a eu Nanterre, voilà, banlieue parisienne. On a eu Sassari. Oui. Adrien, tu m'arrêtes si je me trompe, mais voilà, c'est pas Paris non plus. Et même pas Exactement. Euh, Cagliari. 127 000 habitants, je crois, Sassari. voilà, donc ça reste quand C'est même petit, hein. des petites villes. Et pourtant, sur ces 10 dernières années, elles ont été en Euroleague. Elles ont été là. Après, j'ai aussi fait un constat. C'est que ces petites villes, et j'ai les chiffres sous les yeux, en termes de sportifs, elles ont été très vite mis à l'écart. Sassari, que je retrouve les stats, en 2014-2015, en saison régulière, une victoire, 9 défaites. Et je crois que l'année d'après, ou 2 ans après, ah voilà, c'est l'année d'après, ils font 0-10. C'est pas que le club en lui-même et la taille de la ville est bloqué par l'Euroleague. C'est juste que là, à l'heure actuelle, c'est soit des clubs mythiques, soit des villes qui ont les moyens qui réussissent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, ça va être difficile de contester la présence des équipes qu'on a là, des 18 clubs, parce que finalement, c'est sportivement l'élite. Alors oui, on peut demander à Bologne d'y arriver, parce que oui, ils en prennent le chemin. L'année dernière, on aurait pu dire le Partizan peut en prendre le chemin. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'autres équipes sur un aspect purement sportif, qu'importe la taille de la ville, qui peut contester la présence de ces équipes-là. Donc moi, pour l'instant, l'Euroleague, elle est là où elle doit être avec les clubs qui doivent y être. C'est pas forcément que des grandes villes. Enfin, si. Bon, après, je connais pas bien Belgrade, mais bon, c'est pas non plus des villes américaines. Et la porte, elle n'est pas fermée. Parce qu'en plus, l'Eurocup distribue toujours un ticket. Et du coup, si dans 5 ans, c'est La Rochelle qui gagne l'Eurocup, La Mm. Rochelle est qualifiée en Euroleague. La Rochelle, c'est pas Paris. Voilà. Et justement, j'y viens. Paris, Rome, Londres, des villes comme ça, ils sont pas en Euroleague. Et pourtant, c'est des giga grosses villes. Mais c'est juste que, en termes de sportifs, ça ne suit pas. Voilà, Paris, ça fait des années qu'on attend, on l'a toujours pas. Rome, c'est en train de se casser la gueule pour les clubs qu'il y a là-bas. Et Londres, j'ai même pas envie qu'on retourne sur ce débat-là. Parce Ouais. que on sait Non, très bien mais que sportivement, pour l'instant, c'est une énorme blague. dans ce qu'il dit, il y a du très vrai, hein. C'est des clubs mythiques aussi. Et puis il y a les résultats. En dernier, les clubs italiens comme Sassari figuraient pas non plus dans les clubs les mieux classés en Euroleague. Mais je dirais que c'est aussi
une question d'époque. Donc, c'est-à-dire que le basket européen, c'est à la fois beaucoup mieux organisé qu'avant. Dans les années 70-80, tu avais beaucoup de clubs de petites villes parce que c'était très ouvert. Tu avais même des clubs de tout petits pays qui participaient à l'Euroleague, en tout cas au premier tour, même le Luxembourg d'ailleurs. J'ai regardé les résultats, mais je faisais détruire, quoi. Donc, tu vois, c'est ça aussi le problème. C'est ce qui fait que même après, dans les années 2000, quand il y avait des clubs genre milieu de classement des championnats, ils galéraient sur certains matchs. Donc, je pense que c'est ce qui fait qu'on a été vers un modèle fermé. Mais je pense aussi que là où l'époque veut ça, c'est que je veux dire, quand tu regardes, sans trop être hors sujet, mais quand tu regardes dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, l'activité économique, elle se concentre autour des grosses villes, tu vois. Plus autour des petites villes où il y avait du tourisme, où il y avait de l'industrie, du Ou commerce. surtout, il y avait un gros sponsor. Tu prends Pesaro, Voilà, par voilà. exemple, c'est ça. D'autres villes, Varese, Cantoux, c'est comme ça. Tu C'était parles que de ça. l'Italie. On C'est va ce pas que se je lancer dis. sur le Le, reste. le Speed, basket c'est ça aussi. italien, le basket italien, Trevis, c'était beaucoup le sponsor Benetton qui était l'industrie textile dans la région, qui apportait beaucoup de thunes. C'est fini cette époque-là. Dans les années 90, quand les clubs italiens étaient en Euroleague, ils commençaient un peu à galérer face notamment aux clubs grecs comme le Pana et l'Olympiakos, parce que c'était plus le même mode de management aussi. C'est-à-dire que les Mm. clubs italiens qui mettaient en avant le sponsoring, ça ensuite c'était terminé parce que tu avais d'autres clubs européens qui avaient encore des propriétaires qui étaient encore 10 fois plus riches, qui mettaient de l'argent et qui s'appuyaient pas Mhm. forcément sur des sponsors. Ça, c'est ce qui prévoit à l'époque actuelle. Alors après, moi, la question que je me pose, comme je dis, quand on voit le Pana et l'Olympiakos, est-ce qu'on va pas se diriger vers de nouveaux modes de management? C'est la question que je me pose. Moi, il faudra voir dans le futur. Alors, alors bah, Mais je vais t'y répondre. Je vais t'y répondre de manière vas-y. très simple. Parce que pour moi, c'est un faux débat. La question qu'on s'est posée aujourd'hui, c'était euh, petite ville. Mais oui, mais petite ville, c'est quoi? Pour moi, une petite ville, c'est moins de 500 000 habitants avec l'aire urbaine comprise. C'était simple. En 2015, Paris-Levallois a envisagé de demander wildcard pour disputer l'Euroleague. Bertomeu a dit il y a plusieurs critères très stricts. On ferme la porte à personne, mais il y a aussi le niveau de l'équipe. L'équipe n'a pas le niveau et il faut répondre à des critères. Plus tard, il avait répondu à des questions. Je me souviens, c'était pour l'équipe et RMC Sport, et il avait dit tout simplement Bayern et Lasvel étaient les plus grosses équipes enfin, pour lesquelles il pensait donner une licence A. Parce que c'était des marchés intéressants. Le mot, il est là. Faut arrêter de parler de ville. On est dans une époque de marché. Et moralité, bah, si on parle de ville, on se fourvoie. Parce qu'on a d'un côté une Euroleague qui est une ligue semi-fermée, qui tend à être fermée, et qui est une société. Ils sont là pour faire de l'argent. Tandis que la FIBA, bon, elle dit chercher la représentativité, même si pour moi c'est faux. Et c'est une association, même si elle est basée en Suisse. Renseignez-vous sur la politique fiscale de la Suisse, ça pourrait vous intéresser. Et pour moi, peu importe la taille de la ville, l'Euroleague devrait, selon moi, prendre ses critères en jeu. Le nombre d'habitants, c'est-à-dire le bassin de population, les finances du club, Adrien en parlait, c'est très juste, et c'est la base de la base. Les parts de marché du basket dans le pays, c'est pour ça que, bah, par exemple, en Angleterre, c'est compliqué. L'audience télévisuelle, les places de match, le merchandising, tout cela. Ensuite, il y a le rayonnement. Par exemple, bah ouais, il y a des pays qui sont pas des gros pays de basket en termes de Coupe d'Europe gagnée, etc., mais qui rayonnent. L'Espagne vers l'Amérique latine, la France vers son ancien empire colonial, la Belgique, la Suisse notamment. Il y a aussi l'héritage basket. L'héritage basket, bah, personne ne peut enlever à jamais les premiers CSP de 93. Personne ne peut enlever l'héritage basket du Pana, par exemple. Et il y a aussi un dernier critère, et qui est important en Europe, et on le voit aussi de plus en plus en NBA au fur et à mesure qu'elle s'internationalise, c'est la diaspora. Les Italiens, les Israéliens, les Espagnols qui à droite, à gauche, peuvent aller voir des matchs, supporter une équipe. Donc pour moi, enfin j'ai même oublié de parler des Turcs, c'est pour vous dire. Il y a aussi quelque chose qui est très important, et pour l'illustrer, je vais vous prendre 3 points. C'est que ces éléments doivent se combiner. Et des fois, on a des clubs qui peuvent prétendre parce qu'ils ont simplement 3 points. Je vais prendre l'exemple de Bologne. Bologne, c'est le rayonnement. C'est-à-dire que bah, c'est un club qui rayonne en Italie. On sait que bah, ça gagne, qu'il y a également un héritage basket, et puis il y a une diaspora d'Italiens. Il y a un dicton qui dit que partout où vous irez dans le monde, vous trouverez toujours un Italien. Et c'est vrai. Ensuite, j'irai sur Londres. Bah, Londres, bah, il coche juste 2 critères. Il pourrait avoir des finances d'un club correct, même très bon,
mais le bassin de population est intéressant. Certes, il y a énormément de gens, mais tout le reste, il n'y a pas. Donc, c'est même pas un débat. Et enfin, il y a le cas de Paris, qui est entre deux eaux, avec un bassin de population énorme, rayonnement vers, comme je le disais, un ancien empire colonial et plus globalement les pays francophones, et une diaspora de Français énorme. Mais par contre, bah, les Français s'en fichent de l'Euroleague. Ce qui les intéresse, c'est l'NBA. Les finances du club, il faut aller chercher l'argent, et pas sûr que, vu le peu d'attrait qu'on a pour le basket européen, qu'on remplisse un budget assez important pour aller chercher des gros joueurs. Et puis, il y a les parts de marché du basket dans notre pays. Donc voilà, par ces trois exemples, je pense qu'on peut synthétiser et dire que l'essentiel, c'est pas d'être une grosse ou une petite ville, peu importe la ville, c'est d'être un beau marché pour l'Euroleague. Bah, après, j'ajouterais juste, au début de la décennie, en 2010-2011, l'Euroleague faisait des tours de qualif pour que certaines équipes se qualifient en saison régulière. Et à l'époque, tu vois, j'ai noté lors de la saison 2010-2011 les qualifications, tu avais des petits clubs comme Roanne, c'est 30 000 habitants. Tu avais Nimburg, c'est 15 000 habitants, mais ils avaient un budget pas trop mal. Tu avais Maroussi. D'ailleurs, finalement, ils l'ont pas joué parce qu'ils avaient des soucis financiers, mais ils jouaient la saison d'Euroleague avant. Donc voilà, c'était soit des petites villes, soit des clubs de district. Et aujourd'hui, ça n'a plus sa place dans la compète parce que je peux comprendre les arguments de Romain, hein, mais ce qui faisait le charme de l'Euroleague aujourd'hui, on ne le retrouvera pas. Et c'est pour ça que moi, je milite pour une C2 plus ouverte, si l'Euroleague est fermée. Oui, Mais mais même une C2 ouverte, Adrien, je pense qu'on en parlera un autre jour. Mais il faut qu'elle rapporte. Sinon, les clubs ne Ouais, mais s'inscrivent pas et sinon, tu n'as aucun je suis intérêt à d'accord, l'organiser. mais le basket, il peut pas rapporter autant que le foot ou la NBA. Maintenant, c'est ça, tu vois, c'est la course, Tout vraiment. produit se vend, tout produit se vend. Il faut juste des gens qui achètent. T'es pas d'accord, Romain? Moi, je vais essayer de faire la Suisse là. Pas pour le côté impôt, mais plus pour le côté pacifiste. Euh, Corentin, tu as très bien résumé ma conclusion, c'est que euh, pour venir en Euroleague, au-delà de l'aspect financier, clairement, il en faut, mais si un club arrive avec un projet solide, il viendra. Moi, je me dis, tu l'as cité tout à l'heure, et puis parce que c'est un club que je connais bien, euh, le CSP, à un moment donné, a réussi à s'inviter en Eurocup et en Euroleague euh, à- par rapport à d'autres clubs français. Je pensais notamment à Strasbourg certaines fois, mais parce que c'était Limoges. Parce que Limoges représente quelque chose. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est ce que cherche aussi l'Euroleague. Oui, il faut de la sécurité financière et il faut avoir de la thune. Parce que c'est l'élite qui demande ça. Oui, à un moment donné, il faut le dire, l'élite du basket européen demande à ce que financièrement, les clubs soient costauds. Mais il n'y a pas que ça. Et Corentin, tu l'as très justement dit en prenant ces arguments. Oui, à un moment donné, il faut aussi que ce soit une marque qui parle. Et tu as pris l'exemple des Italiens qui sont partout dans le monde, mais Limoges t'en parle partout, on va dire on connaît. Et ça, si un jour Limoges a assez d'argent pour reconstruire un projet et s'inviter en Euroleague, mais cherchez pas, les dirigeants, ils vont pas cracher dessus, ils vont dire OK, banco, on essaye. Et potentiellement, ils peuvent l'avoir. Parce que voilà, il y a aussi le sportif et l'image que ça rapporte. L'Euroleague, c'est une vieille dame qui a des clubs mythiques, qui a une histoire, et cette histoire, aujourd'hui, elle compte aussi. Il n'y a pas que l'aspect financier, mais il y a aussi l'histoire qui compte. Et après, pour reprendre aussi des arguments d'Adrien, oui, clairement, aujourd'hui, les Coupes d'Europe, notamment l'Euroleague, elle a des filtres et elle a des critères très spécifiques qui font que on n'aura peut-être pas d'équipe de Chypre ou d'équipe de Biélorussie dans cette Euroleague et que on retrouvera pas le charme d'une BCL. Très bien, ok. Mais par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'une époque. C'est une époque. On est en 2020. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien, on va prendre le chemin inverse et que d'une poule unique, on repassera à 2 poules comme c'était le cas il y a encore quelques années. Et peut-être qu'après, on repassera à 4, 6 poules avec des ouvertures. Ou Ça, le peut-être que temps la nous... compétition disparaîtra. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ou alors, elle se réinventera.
Ah, en Bah, tout cas, ça me fait plaisir ce qu'il dit en dernier, parce que le côté mais, revival, mais voilà, là, c'est une époque. On est ouais, en mais train de c'est traverser possible. une époque. C'est ce que je me dis. Parce que là, en ce moment, c'est qu'une question de quoi? Politique. C'est qu'une question politique. Exactement. Sauf que la compétition restera, les hommes vont passer. Et les hommes à la tête de l'Euroleague, ils vont passer. Bartomeu restera pas tout le temps. Et peut-être qu'un jour, l'Euroleague sera un petit peu plus ouverte. Moi, dans ce débat-là qu'on a aujourd'hui, c'est que petite ville, grande ville, beaucoup d'argent ou pas, tout ce qu'il y a, c'est que l'Euroleague, on l'aime. Pourquoi? Parce que c'est l'élite sur le terrain et que toutes les semaines, on a du beau basket avec des super coachs et des super joueurs. Oui, c'est pas la NBA, mais on propose autre chose. Et ce C'est autre mieux, chose, c'est c'est mieux, un c'est mieux. spectacle fabuleux. Voilà, tu prends le parti de le dire. Moi, je le pense aussi. C'est mieux. On voit des beaux matchs, on voit des super joueurs, on voit des super équipes. On est en train de s'intéresser, comme on peut le dire toutes les semaines, à des équipes comme Berlin ou le Zénith, qui, pour le commun des mortels qui se passionnent que très peu pour le basket, ils vont se dire, mais c'est où? Qu'est-ce que c'est ces équipes? On les connaît pas. Nous, on se passionne de ça parce que voilà, sur le terrain, ça fait le taf. Et peut-être que dans 5, 10 ans, on reviendra. Mais moi, ce que je veux qu'on conserve, et ça, on peut l'ouvrir au débat qu'on peut avoir entre nous sur les pros Euroleague, les pros FIBA, c'est qu'à un moment donné, il faut que, qu'importe le nom, il va falloir avoir une élite du basket qui nous porte vers le haut, parce qu'on en a besoin. Et ça, petite ville ou pas, eh ben, je serai le premier à aller à Royan pour aller voir de l'Euroleague s'il faut, tant que sur le terrain, j'ai du beau basket. Voilà. Ah, c'est clair. Bah, tu sais quoi? Bah, vu que tu m'as fait kiffer, tu nous as fait kiffer parce que tu as fait un peu la synthèse, tu peux enchaîner sur ton billet d'humeur. Ok, c'est C'est parti. que à force, tu vois, de nous mettre les larmes aux yeux et des frissons à chaque émission, on va en demander de plus en plus. C'est un peu comme des drogués en manque. C'est possible, c'est possible. Bon, du coup, cette semaine, je vous avoue, j'avais pas beaucoup d'inspiration. Du coup, je vais vous dire que je me sens bien en ce moment. L'hiver vient, comme ils disent dans une série bien connue. On est à la maison, au chaud, calé devant un match de basket, petit sirop de menthe à la main. Bon, pour ma part, j'en suis à 10 cette semaine. Désolé, je sais pas doser. Vous vous débrouillerez pour savoir si je parle de la quantité de matchs que j'ai regardé ou si c'est la quantité de sirop dans mon verre. Bon, à force de regarder l'Euroleague, j'en suis venu à faire quelques conclusions hâtives. Alors préparez-vous, ça va peut-être en irriter certains. Alex Sved ne gagnera plus jamais l'Euroleague. Bon, ça c'est une dédicace à Olivier. Milan va encore décevoir. Ça c'est pour me faire détester de vous, les deux copains qui sont avec moi ce soir. Eh, t'inquiète pas, il y a Mathieu aussi qui est pas mal sur Milan. Barcelone c'est fort, mais pas pour le titre. Bon, Oh. ok, Jasikevičius va quand même gagner de nombreux trophées avec ce club. Attention, il y a une astérisque. Mike James va être MVP, ça on en a parlé. Luc Sikma doit signer dans une grosse écurie, pourvu que ce soit Vitoria ou le Real, pourvu que ce soit Vitoria ou le La Real. question, c'est est-ce que Vitoria, c'est une grosse équipe, une grosse écurie? Ah, on va pas y revenir, tu vas m'énerver. Parlons-en de Valence. Valence sera bien au rendez-vous des playoffs. Ensuite, Shane Larkin ne doit pas retourner en NBA. Oui, faites qu'il ne retourne pas en NBA. Et on attend un Larkin game rapidement. Trinkieri va casser les bonbons de tout le monde avec son équipe. On en a parlé aussi. Nando De Colo va ramener le Fenerbahçe dans le top 8 seul, car on n'est jamais mieux servi que par soi-même. L'AZL doit se transformer en Nanterre et artiller à 3 points comme ils le font en ce moment. Grande nouvelle, le Maccabi est officiellement la première franchise NBA en Europe, avec tous ces solistes qui nous cassent les bonbons toutes les semaines. Ioannis Papapetrou ne brille plus sans Nick Calates. Ça, c'est fait. Et enfin, dernière conclusion hâtive, le Partizan reste meilleur que l'Étoile Rouge. Bon, ça c'est vraiment parce que depuis quelques temps, je parlais bien de l'autre équipe de Belgrade. Bon, je ne sais pas si le contexte de cette saison particulière me perturbe au niveau de mon jugement, ou si c'est juste que le niveau proposé me charme à mort comme mon premier amour. En tout cas, je passe de super semaines à vous parler du plus beau sport du monde. Je croise sincèrement les doigts pour que le Covid ne stoppe pas les compétitions définitivement. Oui, car si ce week-end certains attendaient de voir une victoire de Weshden aux Energy Music Awards, moi j'ai encore fait une boulimie de basket. Comme précisé plus haut, j'ai enchaîné les rencontres comme une drogue. Ils croyaient quoi, eux, comme dirait Franck Ribéry? Pour vous faire vivre la saison avec un maximum d'infos, on se doit d'être pro dans notre démarche. Et puis,
pour raconter ma vie dans une émission et me prendre pour un mec de télé-réalité, j'ai rien trouvé de mieux comme excuse que de dire que je regardais des matchs. Comme ça, Corentin a validé l'idée de ma chronique, j'étais tranquille. Ce qu'il ne savait pas en me donnant ce temps de parole, c'est que j'ai la main sur la fin d'émission. Ainsi, je peux dire tout et n'importe quoi, notamment dévoiler les sujets qu'on prépare en coulisses. Bon, préparez vos oreilles car on risque de vous proposer des débats enflammés, que ce soit dans notre émission Euroleague ou sa petite sœur sur les autres compétitions. Bon, je voulais donc mettre en avant les copains de notre team, que ce soit Olivier, Mathieu, Ludo, Franck, Adrien ou Corentin. On attend aussi Romuald qui se cache un petit peu dans nos discussions et qui viendra vite nous rejoindre. Car si on se mettra jamais d'accord entre les pros EK et les pros FIBA, on est solidaires pour vous donner du basket sur un plateau. Continuez de nous soutenir et comme le dirait le poète Oxmo Puccino, tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour à 2 minutes de la victoire. Donc on vous attend encore plus nombreux. Partagez nos émissions et rejoignez-nous dans notre petit délire. Voilà, j'avais pas beaucoup d'inspiration aujourd'hui, juste de quoi vous dire que je vous kiffe. Allez, à la semaine prochaine.